Parlons peu, parlons IE, le podcast de l'intelligence économique. Cette semaine, nous recevons Louise qui a lancé le podcast La Jungle des Miroirs qui vulgarise les questions ayant trait à la désinformation et à la lutte informationnelle. Bonjour Louise, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour Alix, avec grand plaisir. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots à quoi il ressemble et surtout quel est son format ? Alors il s'agit en fait d'un podcast à but pédagogique qui décrypte et qui explique les notions liées à la désinformation. On parle de manœuvres informationnelles, de biais psychologiques, on décortique les réseaux sociaux, on parle d'histoire et d'actualité. On est parti en fait d'une source d'inspiration qui est Rendez-vous avec X. Vous savez, c'est un podcast sur France Inter où Patrick Pénaud interviewait un mystérieux interlocuteur très au fait des questions de renseignement et d'agents secrets. Il révélait les dessous des grandes affaires d'espionnage de l'histoire récente. On a décidé de faire la même chose, mais sur le format d'une durée plus courte, entre 15 et 20 minutes, et on a imaginé l'interview de Louise, donc moi, qui pose des questions que tout le monde se pose aujourd'hui sur la désinformation, et on les pose à un homme mystérieux, Raphaël, fin connaisseur du sujet. On a 20 épisodes pour le moment qui sont publiés sur toutes les plateformes, et on les a publiés entre septembre et décembre. Chaque épisode traite d'un mot, d'un sujet précis. Brandolini, astroturfing, deepfake, maskirovka, etc. Et alors, d'où vous est venue cette idée ? Alors, à la base, j'ai fait des études en intelligence économique et j'ai toujours eu cette appétence pour le domaine de l'information, comprendre un petit peu les grilles de lecture de l'actualité et ce qui se passait vraiment. Et donc, j'étais en recherche d'informations sur ce sujet, j'ai lu plein d'articles, j'ai lu plein de livres et j'ai réalisé qu'il manquait un média qui parlait de ces choses-là, de ces sujets de manière simple et concrète. Donc, à partir de toutes les recherches que j'ai faites, j'ai voulu faire ce média pour que ce soit vraiment sans politique, sans influence, vraiment expliquer les choses comme elles sont aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi l'anonymat ? Alors, c'est une vraie question et je comprends pourquoi vous la posez. Ça peut paraître paradoxal sur un sujet de désinformation. La réalité, c'est que ça vient à la base d'une timidité. En effet, donc, c'est une interview entre Louise et Raphaël. Louise, ce n'est pas mon prénom et Raphaël, ce n'est pas son nom non plus. On n'a pas eu envie de s'exposer sur ces sujets parce qu'ils peuvent paraître parfois clivants et parce que ça veut dire que s'exposer, c'est aussi s'exposer sur les réseaux sociaux, etc. Et je ne trouve pas ça forcément très sain tous les jours. Nous, ce qu'on a voulu, c'est uniquement vulgariser, montrer les liens entre les événements, expliquer la désinformation de manière claire. Et on s'est dit qu'on pouvait le faire sans forcément se mettre en avant puisque on ne prenait pas parti, on n'influençait pas sur des choses, on était là juste pour expliquer clairement. Donc pas besoin d'avoir un grand nom ou un CV impressionnant, pas besoin de faire de la publicité, on cherchait juste à éveiller. Donc on a essayé dans un premier temps de lancer cette première saison de manière anonyme pour que ce soit plus simple pour nous. Et finalement, Louise prête sa voix à toutes les questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Donc l'idée, c'était que tout le monde s'associe un petit peu à cette Louise qui pose des questions un petit peu générales. Je comprends tout à fait. Et donc, nous voyons quotidiennement aujourd'hui dans les médias des histoires qui sont liées à la désinformation. Ce sujet semble être relativement connu aujourd'hui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit presque devenu à la mode ? Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, en tout cas du moins dans mon cercle, c'est vrai. J'imagine que pour les auditeurs du portail de l'IE, c'est vrai aussi. J'espère que notre podcast arrive aussi à toucher des personnes qui n'y connaissent rien et qui du coup peuvent mieux appréhender aussi ces sujets. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on parle de plus en plus de ça, que c'est un effet de mode. On peut trouver des livres de plus en plus complets, de plus en plus précis, comme ceux de David Colomb ou des articles qui en parlent beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même tellement à la mode qu'il est régulièrement utilisé par certains pour disqualifier les discours aussi qui les contredisent. Aujourd'hui, on voit un peu cet effet de dire « vous n'êtes pas d'accord avec un contradicteur, dites qu'il désinforme ou qu'il est complotiste et vous voilà débarrassé du contradicteur ». Il y a une sorte de point de Godwin du complotisme. Le souci pour moi, c'est que la désinformation, c'est du mensonge. Et c'est ça qui crée la crise. C'est ça qui détruit la confiance, la vérité. On voit du doute de partout. La société est de plus en plus clivée et accepte de moins en moins la contradiction et le débat. Il est donc essentiel de proposer des solutions pour expliquer ça et faire de la pédagogie pour éviter que la situation n'empire. Donc notre objectif, c'était de mettre des mots simples pour expliquer des notions compliquées et essayer de prendre de la hauteur pour analyser les rouages de la désinformation sans chercher à prendre parti ou à justifier tel ou tel camp par rapport à un autre. On décrypte simplement, on réexplique ce qui parfois a dû être dit dans les médias et on essaye de donner des éléments supplémentaires pour mettre du relief. Et quand vous dites mettre du relief, qu'est-ce que vous entendez ?
Alors, je peux vous donner peut-être 2 exemples pour illustrer. On parle dans notre podcast, bien entendu, mais pas que de la Russie. Cette année, il y a eu de nombreuses manœuvres russes de désinformation qui ont été mises au jour dans les médias occidentaux. Des opérations comme Matryoshka ou Doppelganger, elles se sont déroulées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dans notre podcast, on a dédié un épisode à chaque grande manœuvre pour les expliquer en détail. À la fin, notre épisode 17 s'appelle Maskirovka, et en fait c'est un épisode qui explique toutes ces manœuvres à la lumière de la doctrine russe, qui est selon moi profondément intéressante, qui a une vraie complexité, une vraie histoire et une évolution passionnante depuis la guerre froide. Donc pour nous, l'objectif il était là. Aller plus loin que simplement dire « regardez cette manœuvre » en montrant en quoi ces manœuvres s'inscrivent dans une doctrine pour mieux comprendre ce qui se joue. De la même manière, on ne dit pas « ceci est une fake news » ou « cela est un deepfake fait pour vous tromper », parce qu'en fait finalement des sites de fact-checking et des osinters font très bien ça. On cherche plutôt à dire « regardez comment les deepfakes peuvent appuyer une manœuvre de désinformation » ou « tel type fake appartiennent sûrement à une manœuvre plus grande d'un État qui aurait tels objectifs ». Donc c'est ça pour nous mettre du relief. Je ne pense pas en vrai qu'en 20 épisodes, on a pu donner un panorama complet parce que les sujets sont vraiment nombreux. Mais on a essayé de mieux montrer les rouages de la désinformation en prenant des sujets très divers pour expliquer tous ces enjeux. Au regard du succès de la saison 1, je pense qu'une saison 2 pour nous permettra d'aller encore plus loin d'ailleurs. Et donc, si vous deviez en synthèse pour nos auditeurs nous parler de la désinformation aujourd'hui, comment est-ce que vous l'expliqueriez ? C'est une question intéressante. Peut-être pour éviter de partir sur des définitions un peu barbantes qu'on lit partout, parce que, pour rappel quand même, la définition de la désinformation, c'est que c'est la diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but de tromper ou de manipuler les gens. Je vais peut-être me servir d'une fiction comico-historique que j'aime bien pour décrypter en quelques mots la désinformation. C'est un exemple que j'aime bien. Est-ce que vous connaissez Kaamelott, Alix ? Oui, je connais. Eh bien, dans cette série d'Alexandre Astier qui narre de manière comique les aventures du roi Arthur dans sa quête du Graal, l'épisode 7 de la première saison s'intitule « Des nouvelles du monde ». Et c'est un petit sketch qui met en scène le roi Arthur et ses proches lors d'un repas au cours duquel un barde a été convié afin d'égayer le repas par ses chants censés rapporter justement les nouvelles du monde. Vous savez, à l'époque, les bardes étaient utiles car ils chantaient les histoires du royaume, ils permettaient de se tenir informés de l'actualité des voisins. Effectivement, je ne savais pas. Alors l'objectif n'est pas de refaire cet épisode, mais le fait est que le barde chante à propos d'un événement majeur sans en avoir la certitude. Il chante que le roi Lot serait mort, et le roi voisin, le héros, Arthur, le découvre à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Le barde est incapable de le dire et cela lui importe peu. Ce qui compte pour lui, ce sont les pièces qui tombent à la fin de sa prestation. Surtout que, si je cite le barde dans l'épisode, il dit que l'intérêt de parler de cette mort, même si elle est fausse, c'est que ça dramatise. S'il y a des vieux, des fois ça les fait pleurer. On ramasse beaucoup plus de pognon après. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Je crois oui. Donc si je fais un parallèle avec nos problématiques d'aujourd'hui, ça soulève surtout le sujet de la vérification des sources avant de les diffuser. Mais aussi le fait que les histoires, disons lorsqu'elles sont plus dramatiques, sont plus attrayantes pour le public que les histoires simples et vraies. C'est bien ça. Et c'est exactement ça, Alix, vous avez raison. Je pense que cette histoire de barde qui chante des fausses informations nous donne plusieurs éclairages sur la désinformation de notre époque. Si j'essaye de vous les expliquer. La première chose selon moi, et vous l'avez cité, c'est le risque que représente la diffusion d'informations non sourcées, non vérifiées, avec une grande facilité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la rapidité avec laquelle peut circuler une information, c'est un process qui est démultiplié. Et cela fait partie des mottos de notre podcast. Quand on ne connaît pas, on ne s'implique pas. Diffuser des informations non recoupées, non vérifiées ou dans des domaines pour lesquels on n'a pas de connaissances, c'est prendre le risque de participer à la désinformation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, et vous l'avez cité également, c'est que les histoires, disons, plus dramatiques payent mieux. Et aujourd'hui, on pourrait faire le parallèle avec les algorithmes des réseaux sociaux. Les sujets clivants, angoissants, qui enflamment et qui fracturent la société sont bien plus rémunérateurs car ils génèrent du trafic. La troisième leçon du barde, c'est la question suivante. Qui nous dit que le barde dans l'épisode est bien de bonne foi ? Peut-être est-il payé par un opposant du roi Lot pour diffuser l'information selon laquelle ce dernier est mort dans son lit. Le barde serait alors un relais d'influence au service d'un puissant. Et dans ce cas, il est devenu un relais qui diffuse de la désinformation. Ou peut-être, et c'est la quatrième option, un opposant du roi Lot a écouté les chansons du barde, sait qu'elles sont fausses et ne l'a pas contredit. Il peut même lui avoir donné des pièces et l'aurait encouragé à poursuivre dans cette direction. Le barde serait alors devenu ce qu'on appelle l'idiot utile d'un puissant. Et enfin, Alix, la dernière partie, pour moi, la cinquième, entre guillemets, leçon de cette histoire du barde, c'est que les chansons que le barde chante sont des trucs qu'on se passe entre bardes, comme il explique.
Ils doivent discuter dans les tavernes, papoter sur les routes entre les villages et ainsi se passer leurs histoires et les enjoliver avant de les chanter devant un public qui en parlera le soir auprès du feu. Cela en dit beaucoup sur la création des rumeurs. La rumeur tient une place importante puisqu'elle est le relais de la désinformation. Les rumeurs peuvent servir ceux qui voudraient s'en servir pour passer des messages à des fins de désinformation. Voilà pour moi les quelques points qui font de cet épisode sympa un moyen pour introduire les questions qui sont soulevées quand on s'intéresse un peu à la désinformation. C'est vrai que c'est un exemple qui peut paraître inhabituel, mais qui au moins illustre bien le phénomène. Je vous remercie. Et donc, si on revenait à notre époque d'aujourd'hui, j'ai cru voir que le réseau social X, donc anciennement Twitter, est aujourd'hui sous le feu de la critique et que beaucoup le quittent peu à peu pour rejoindre d'autres plateformes, dont la plus célèbre est Blue Sky. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est un sujet en effet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pour moi, c'est assez intéressant de voir ce phénomène parce que ça montre à quel point la société se clive. Pour faire simple, il faut revenir d'abord aux causes de ce départ. Beaucoup de personnes reprochent à Elon Musk, lors de son rachat de Twitter, d'avoir pris des mesures ayant conduit à en faire une plateforme majeure de désinformation. Ce réseau est devenu pour certains, et pour reprendre les termes par exemple d'Anne Hidalgo, un vaste égout mondial. David Chaval-Arias, l'auteur de Toxic Data, disait que c'était le réseau de la fachosphère, des trolls et des complotistes. Donc concrètement, il est notamment reproché à Musk d'avoir changé les algorithmes pour mettre en avant des contenus allant dans le sens de ce que lui pense, d'avoir changé l'accès à la certification en la rendant payante, à monétiser les contenus les plus diffusés, mais surtout inefficace pour prouver la réalité de la personne derrière le compte. Et on en a parlé avec le Barn, pour susciter l'intérêt et donc gagner en diffusion, les contenus ont tout intérêt à être clivants. Mais au vu de la situation que vous décrivez, on ne peut que comprendre que les gens quittent X, non ? Oui, dans un sens, je ne peux pas blâmer ceux qui veulent se protéger des contenus toxiques. En revanche, je trouve un peu dommage que certains médias ou certaines figures de l'analyse des réseaux veuillent quitter ce réseau alors qu'ils avaient la possibilité de maintenir un contrepoids sain, aussi léger soit-il, face aux armées de trolls diffusant les contenus toxiques. Quand je vois ces départs, je pense un peu aux swing states. Ce sont ces États des États-Unis célèbres pour leur indécision et qui sont au cœur de toutes les campagnes électorales. Ce sont eux qui font gagner ou perdre les candidats à la Maison-Blanche. Eh bien, je pense que rester sur un réseau comme X, c'est important, non pas pour faire changer d'avis les trolls, les bots ou les plus fervents relais de la désinformation, non, mais plutôt pour les indécis, ceux qui doutent et qui n'ont pas encore d'avis tranché. Quitter X, car ce réseau diffuse de la désinformation, c'est laisser libre cours aux idées toxiques pour se diffuser auprès des 245 millions d'utilisateurs quotidiens du réseau social. Et selon moi, ça va amplifier encore plus le phénomène de bulle de filtre. Donc pour être sûr de bien comprendre, vous parlez de ce phénomène qui est dû aux algorithmes de recommandation, qui fait que sur les réseaux sociaux, les contenus qui sont proposés aux utilisateurs dans leur fil d'actualité sont souvent similaires entre eux et correspondent à ce qu'ils ont l'habitude de voir et d'aimer. Absolument. En fait, ce sont ces algorithmes qui vont nous pousser du contenu censé nous plaire pour nous faire rester sur le réseau. Si je prends des exemples tout simples, j'aime le parapente, je vais voir beaucoup de vidéos de parapente sur Instagram. Je travaille dans l'industrie de la défense, les profils proposés dans LinkedIn seront des profils issus de ce secteur. Je fais des napperons en macramé, les groupes partageant cette passion me seront proposés sur Facebook, etc. Ce phénomène nous enferme dans des bulles qui nous correspondent. Je ne vois que ce que j'aime, on me donne à réfléchir que ce que je pense déjà. Ce phénomène est déjà très fort à cause des algorithmes. Imaginez un peu plus si vous n'allez que sur des réseaux qui regroupent les gens qui ne pensent que comme vous. Ça ne fait que amplifier le problème. Et là, je vous donne des exemples du quotidien inoffensif, mais imaginez sur des sujets un petit peu plus sensibles, avec une bonne dose de désinformation. Ça peut faire exploser une société sur tous les sujets clivants, Ukraine, Russie, Israël, Palestine. Et c'est exactement ce que recherchent les Russes avec les différentes opérations qu'ils mènent dans la sphère informationnelle et que nous évoquons dans notre podcast. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la désinformation peut finir par créer une véritable explosion des sociétés et surtout comment ? Alors oui, vous avez sûrement entendu parler des étoiles de David taguées sur les murs de Paris quelques jours après l'attaque du 7 octobre 2023. Oui, bien sûr. Elles sont révélatrices de ce qui est fait pour faire exploser notre société en s'appuyant sur des divergences existantes qui sont ensuite exacerbées par de la désinformation. Je vous explique très rapidement. En gros, quelques jours après les attaques du Hamas sur Israël, quelques étoiles de David bleues étaient taguées sur les murs de Paris. Mais surtout, elles se sont retrouvées en masse sur la toile. Certains reprochant à ceux qui les avaient peintes de montrer par là leur soutien au Hamas, les étoiles rappelant pour eux le signe infamant que devaient porter les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour d'autres, la couleur bleue des étoiles était un soutien à Israël.
Dans des bulles de filtre différentes, chacun ne voyait que des arguments qui le poussaient à confirmer ce qu'il pensait déjà. Donc certains nous disaient « je le savais, il y a vraiment des antisémites partout », et d'autres disaient « évidemment, les partisans d'Israël se montrent massivement ». En réalité, il n'y avait aucun soutien massif exprimé par ces étoiles. Elles auraient été l'œuvre d'individus missionnés par les services russes et diffusés massivement dans différentes bulles de filtre pour cliver encore un peu plus la société à un moment crucial. Exactement dans le même style, quelques semaines plus tard, il y a eu l'histoire des cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel avec écrit dessus « Mort pour l'Ukraine ». Il s'agissait d'appuyer une manœuvre informationnelle qui laissait penser que des soldats français étaient déployés en Ukraine. Le but de cette manœuvre étant encore là de cliver la société française, divisée sur le sujet de l'envoi des troupes françaises sur le théâtre. Donc si je résume, dans vos exemples, ce sont des faits réels, donc à savoir les tags sur les murs et les cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel, qui sont a posteriori utilisés pour faire de la désinformation et fracturer la société via des clivages qui sont déjà existants. Exactement. Mais au contraire, est-ce que vous connaissez des cas où c'est de la désinformation qui est diffusée dans la sphère informationnelle et qui a des répercussions dans le champ physique ? Le contraire, vous voulez dire ? Oui, c'est ça, exactement. Oui, bien sûr. Je peux vous parler par exemple des cas en Afrique qu'on décrypte dans 2 de nos épisodes, Congossa et Drumbeat, où on a vu des manœuvres de désinformation qui ont été à la fois grossières mais très efficaces. Mais qu'est-ce que vous entendez par grossière et efficace ? Eh bien, il a suffi pour la désinformation en Afrique d'utiliser les ressentiments un peu anciens de la France-Afrique, d'y ajouter une jolie couche de mensonges et d'amplifier tout ça sur les réseaux pour finalement faire croire à certains que la France armait les terroristes ou volait de l'or au Sahel. La conséquence dans le champ physique, ça a été le départ des forces françaises qui agissaient pour la sécurité de la région. Pour illustrer ces manœuvres un peu grossières, j'ai un exemple un peu plus récent et qui va vous amuser, Alix. Il s'agit des rétrécisseurs, ou des voleurs selon les sources, de pénis qui sévissent actuellement en République centrafricaine. Alors, il y a en Afrique depuis des décennies des histoires de rétrécisseurs ou voleurs de pénis. Comme toujours dans nos épisodes, je ne suis absolument pas là pour juger ou pour critiquer, c'est très factuel. Ces histoires sont répandues et certains y croient. Elles font partie du Congossa, qui signifie la rumeur en camerounais. Or, ces dernières semaines, ces rumeurs qui existent déjà, qui sont déjà présentes dans ces pays, viennent de subir une petite mise à jour. Les voleurs de sexe sont français et chercheraient ainsi à régler les problèmes de démographie en France. Il y a donc une rumeur parfaitement fausse qui vient se coller à un problème bien réel, celui de la démographie en berne en France. Donc il s'agit d'une sorte d'instrumentalisation du vrai pour créer de la désinformation. Exactement. Et dans notre épisode Drumbeat, on explique à quel point un mensonge s'appuyant sur quelques faits réels peut bien prendre s'il est relayé et crédible. Cette rumeur, via les palabres, le Congossa, entre dans les foyers, dans les cuisines, dans les salons, comme la chanson du barde de Kaamelott. Et en passant de maison en maison, de réseau en réseau, petit à petit, elle devient un bruit de fond, une croyance ancrée au fond de chacun qui deviendra impossible à contrer. Les algorithmes vont aimer ce sujet, les fermatrolls vont faire de l'astroturfing, c'est-à-dire amplifier de manière artificielle sur les réseaux, vont faire croire à un effet de masse, et la loi de Brandolini qui dit qu'il faut 100 fois plus d'efforts pour contrer une fake news que pour la créer, fait que tout cela sera de plus en plus difficile à contrer. Mais j'imagine que c'est pas pour cette raison que les forces françaises militaires ont dû quitter le Sahel récemment. Alors non, bien sûr, ce n'est pas à cause de l'histoire des rétrécisseurs de pénis que la France a dû quitter les pays africains. Mais les rumeurs et la désinformation contre les Français ont utilisé cette mécanique-là pendant des années pour arriver à ce résultat. Et dans cet exemple précis un peu rigolo dont je vous parle, les exemples de personnes tabassées par les foules car suspectées d'avoir subtilisé les sexes sont nombreux. Donc nous avons de vraies conséquences dans le champ physique liées à cette désinformation virtuelle. De là à ce que ça bascule en chasse aux Français dans certains pays, selon moi, il n'y a qu'un pas. Mais alors, qui peut avoir intérêt à faire ces manœuvres et surtout, comment selon vous est-ce qu'on peut identifier ses origines et ses auteurs ? La réponse, elle est dans la question. Pour trouver l'origine, il est toujours intéressant de trouver ceux qui ont intérêt à faire ça. Dans notre épisode qu'on a appelé Bakou, on montre le rôle de l'Azerbaïdjan dans les manœuvres de désinformation sur les Jeux Olympiques et celles qui ont galvanisé les partis indépendantistes de nos dom-toms, qui a entraîné les heurts récents en Nouvelle-Calédonie en mai dernier. Ces exemples montrent bien que dans la sphère informationnelle, tous les sujets sont bons à prendre pour déstabiliser un adversaire du champ physique. Nous soutenons l'Arménie, qui est un ennemi de l'Azerbaïdjan. Ils nous le font payer dans la sphère informationnelle. Donc aujourd'hui, il suffit de regarder tous ceux qui ont des intérêts opposés aux nôtres et vous aurez la liste des coupables potentiels.
Le rôle de la France dans le soutien à l'Ukraine n'est plus à démontrer et dans ce contexte-là, la Russie est en pole position de ceux qui peuvent nous en vouloir. N'oublions pas que notre soutien à l'Ukraine ôte des vies à des Russes sur le terrain. On peut comprendre leur volonté de nous faire du mal en retour. L'Afrique a été un terrain sur lequel ils ont déployé toute une architecture de désinformation ces dernières années, donc il semble très probable que cela vienne d'eux. Beaucoup de sites et de relais d'influence pro-russes ont d'ailleurs poussé cette information. Bon, et maintenant, Louise, que nous avons fait tous ces constats qui sont quand même un peu inquiétants, que peut-on faire pour améliorer la situation à notre échelle ? Si on veut être optimiste, il faut parler de liberté, je pense. La grande force des démocraties aujourd'hui, c'est de garantir la liberté de ses citoyens. Est-ce que la liberté, ce n'est pas la possibilité de faire des choix librement, c'est-à-dire de manière éclairée ? Or, pour faire des choix de manière éclairée, il faut faire un effort particulier sur ces questions de désinformation et sur notre rapport à la vérité et au réel. Et pour cela, pour moi, la clé de tout le sujet de désinformation et la morale de notre podcast, notre conclusion de chaque épisode, c'est qu'il faut faire un véritable effort d'éducation et il faut développer l'esprit critique. Notre phrase de conclusion dans chaque épisode, c'est « L'esprit critique est notre seule boussole et je le crois fondamentalement ». Mais qu'est-ce que vous entendez par développer l'esprit critique, mais surtout, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Pour moi, c'est apprendre les ficelles utilisées par les manipulateurs. C'est apprendre à ne pas croire tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, encore plus avec le piège des deepfakes qui accentue le phénomène. Donc c'est peut-être aussi savoir ne pas s'engager tout son poids pour des idées ou des partis, mais savoir être modéré et pondéré. Parce que la vérité, elle est aujourd'hui rarement noire ou blanche. Elle est souvent comprise quelque part dans les nuances de gris. Et pour plein de raisons, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire du débunkage de la désinformation. La loi de Brandolini dont je vous parlais, il y a les biais cognitifs, comme la loi de rétention mnésique, qui fait qu'on retient beaucoup plus facilement la première information qu'on voit. Et puis, il y a le phénomène récent des pseudo-osinters, ces internautes qui font de la recherche de preuves sur Internet en sources ouvertes et qui, en réalité, ne sont que des diffuseurs appuyant les narratifs de telle ou telle puissance à base de preuves erronées ou de recherches qui sont en fait fausses. Donc c'est de plus en plus difficile. Le développement de l'esprit critique, c'est quelque chose dont on lit de plus en plus. Il y a des cours qui sont donnés, etc. Mais je pense qu'avant tout, c'est savoir remettre en question quand on lit un article, quand on voit des choses sur Internet. Et je reste optimiste. Je le vois sur les réseaux aujourd'hui. Il y a des personnes qui dénoncent en commentaire les vidéos faites de deepfake. Les personnes qui demandent à confirmer des informations qui leur semblent suspectes. Je vois des signalements aux plateformes, je vois des lois qui sont votées, des organismes comme Viginum qui font des tours de garde face aux ingérences numériques. Donc tout ça, pour moi, c'est des signes qui sont positifs. Alors, vous venez d'évoquer les deepfakes qui sont créés à partir de l'intelligence artificielle, mais alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que l'IA peut nous aider à progresser sur ces sujets ? Je crois que l'intelligence artificielle peut faire partie à la fois du problème et de la solution. Aujourd'hui, l'évolution majeure dans le domaine de la désinformation, c'est en effet l'arrivée des réseaux sociaux, où tout le monde peut s'exprimer avec un maximum de visibilité et souvent dans l'anonymat. Aujourd'hui, un contenu sur les réseaux pèse plus par le nombre de ses followers que par la crédibilité de ses analyses. Le progrès ne semble donc pas avancer dans le sens d'une meilleure information. Difficile donc, dans ce contexte, selon moi, d'imaginer un monde où l'intelligence artificielle ne serait pas utilisée pour rendre la désinformation encore plus performante. Il suffit de regarder la qualité de plus en plus importante des deepfakes pour imaginer ce que cela peut impliquer en termes de remise en question de la parole publique, par exemple. Ou de voir la vitesse avec laquelle peut se créer du contenu grâce à l'IA générative pour voir comment ça peut faciliter le travail des fermatrolls. D'ailleurs, il y a eu une récente étude par le média NewsGuard récemment, en juin, qui a démontré que les réponses à des questions posées aux principaux logiciels d'IA reprenaient à 30% des narratifs issus de la désinformation. Mais comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, les contenus issus de la désinformation étant de plus en plus nombreux, ils sont naturellement utilisés, référencés comme source d'apprentissage des IA qui les ressortent donc dans leurs réponses. Il n'y a pas de coefficient de crédibilité accordé aux sources qui nourrissent les IA, malheureusement. C'est vrai que c'est quand même assez troublant, mais vous disiez que l'IA peut aussi faire partie de la solution. Donc comment selon vous ? Oui, je fais partie des gens idéalistes qui pensent que l'IA peut nous apporter des réponses. Je vois des solutions qui émergent dans les nouvelles technologies, des logiciels puissants qui débunkent les deepfakes par exemple. On pourrait aussi imaginer des réseaux sociaux qui développent l'intellect plutôt que TikTok qui est créé exclusivement pour abrutir les jeunes générations occidentales. Je vous laisse d'ailleurs découvrir notre épisode sur TikTok qui explique à quel point c'est une arme cognitive pour nos jeunes générations. Mais pour être honnête, j'ai aussi autour de moi des personnes qui croient seulement au retour de la presse papier et qui pensent que les réseaux sociaux, les faux comptes, l'IA, etc. font qu'on ne s'en sortira jamais de la désinformation. Et je les comprends. Donc la vraie question pour moi, c'est pas celle du progrès,
mais c'est celle de ce que nous voulons faire de ce progrès. S'il s'agit de nous faciliter la vie, alors j'ai peur que nous allions vers un asservissement. La facilité est souvent synonyme de simplification et de moindre effort. Or, développer son esprit critique demande du travail, de la recherche, des recoupements. Donc il nous faut développer des moyens de communication, des IA et des applications qui favorisent l'intellect et qui éduquent les populations à ces questions. Ça serait pour moi la meilleure solution pour éviter la désinformation et que notre société ne s'écroule d'elle-même. Louise, merci beaucoup pour cette interview vraiment très intéressante. Et est-ce que vous auriez un mot de fin ou de conclusion pour nos auditeurs ? Pour clôturer, Alix, peut-être que je peux reprendre les mots de Raphaël Dohan, qui est magistrat. Je lisais un article récemment où il disait « L'émergence de l'intelligence artificielle générative ne marque aucunement la fin de la vérité. Elle nous incitera tous à plus d'esprit critique et le risque est, paradoxalement, celui d'un trop grand scepticisme. Au fond, le défi est toujours le même, savoir construire des institutions inspirant la confiance, et s'il nous paraît si difficile aujourd'hui, ce n'est pas à cause des algorithmes. » Ça sera le mot de la conclusion parce que, selon moi, notre société est de plus en plus fragmentée et nous devons absolument nous détacher de toute cette désinformation et retrouver une certaine cohésion. Chacun de nous porte la solution, selon moi, pour peu qu'il s'en donne la peine de réfléchir sans préjugés. Merci beaucoup, Louise. Merci, Alix.